Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonjour pour ceux qui êtes avec nous depuis la mise sur orbite. Bonjour pour ceux qui reverraient en replay ou qui arrivent maintenant sur le canal du village francophone. Alors, Vivatech, cette année, a choisi un petit peu la thématique des Tech for Good en général. Julien, vous avez proposé un sujet sur la blockchain for good, quelle contribution très opérationnelle. Alors, présentez-nous un petit peu le panel des experts qui vont se succéder. Dans le panel, nous avons Kathleen Jobin. J'espère qu'elle est connectée. Bonjour Kathleen, est-ce que tu es avec nous? Je pense que tu ne dois pas être bien loin du DigiHub de Shawinigan, Kathleen. Ah non, je suis à 10 minutes de marche du DigiHub. Voilà, bon, comment vas-tu? Alors Julien Vonel, Cluster Sophia Antipolis. Kathleen, je te laisse te présenter en 23 secondes et 3 dixièmes. Bonjour, mon nom c'est Kathleen Jobin. J'ai un podcast sur le Bitcoin qui s'appelle Never Too Late to Bitcoin. J'ai également une startup qui se spécialise dans les projets blockchain et les projets avec de l'intelligence artificielle qui est localisée au DigiHub de Shawinigan. Ça fait 3 ans que je suis de retour dans ma terre native de Shawinigan et je vous jure, tout le monde qui veut venir en Amérique du Nord, vous devez venir à Shawinigan. Le DigiHub, c'est un endroit incroyable et je vous invite tous à venir visiter. Voilà, c'est pas Philippe qui dira le contraire puisque c'est un Bordelais qui y vit aussi et qui m'a l'air, ma foi, d'y vivre très bien. Merci Kathleen. Allez, ensuite, alors qui as-tu? Nous accueillons Cyril Akpomeda, Grant. Alors, ouais, nous accueillons. Je remercie aussi Cyril, puisque je crois que tu as fait partie des jurés de notre collectif Sportec en début de semaine. Merci pour ta fidélité. Présentation, Cyril, un parcours évidemment de sportif de haut niveau et également, effectivement, maintenant, la technologie, c'est les deux piliers de tes passions professionnelles. Oui, c'est ça. Je suis ancien sportif de haut niveau dans le basket. D'ailleurs, j'ai fini ma carrière à Monaco. Et maintenant, je suis dans les nouvelles technologies, donc la blockchain. Alors, une qui est située dans l'Arc, qui va bientôt démarrer début juillet, et l'autre qui est en projet avec l'AFD et le comité olympique, qui sera plus pour l'Afrique et qui sera vraiment dans le Tech for Good finalement. Parfait. Je ne sais pas si tu es déjà en contact avec Raoul Rubanga à Kigali, qui coordonne pour l'Afrique le collectif ICC, Industrie Créative. Et si ça n'est pas le cas, je serais ravi de vous connecter. Vous avez des tas de belles choses à vous raconter. Un autre invité. Nous accueillons Romain Pellerin, notre témoin sur ces 3 séquences, notre invité de marque. Voilà, un Français qui habite en Amérique, un Américain francophone, il va nous le dire. Mais en tout cas, je le remercie également vraiment personnellement pour ces 2 heures de disponibilité dans un pays où timing is everything and time is money. Merci pour ce beau cadeau, Romain. Bien, merci de m'avoir invité. Voilà, un petit mot sur la structure input-output. Je pense que les fans de blockchain la connaissent très très bien, mais pour les néophytes ou ceux qui découvrent les enjeux de la blockchain. Ok, IOHK, donc Input, Output, HK, on est les développeurs core de Cardano, la blockchain Cardano, dans le top 5 des blockchains publiques. C'est une entreprise très intéressante où en fait on prend les choses par l'axe recherche fondamentale d'abord, ensuite on vérifie formellement tous les algorithmes et ensuite on les implémente et on lance nos technologies et produits. Donc on est réputé pour faire des choses robustes, mais on est un peu plus lent que les autres parce qu'on prend plus de précautions quand on développe des technologies qui sont censées supporter le système financier de demain. Ça évite le crash que connaissent ou qu'ont connu certains. Merci Romain. Et puis à l'occasion, tu nous expliqueras le parcours d'un Français qui vit maintenant à San Diego et pas que, puisque je pensais qu'on allait te retrouver à Hong Kong. Émeric, notre invité. Oui, votre invité, Émeric Lévy, cofondateur de l'International Blockchain Stampeded. Je laisse se présenter. Bonjour Émeric, on est ravi de t'accueillir, d'autant que de ta région, on n'est pas très fort au village francophone, on a besoin d'alliés, on en a quelques-uns qui ont levé la main là, cette semaine, mais il faut créer le village francophone Auvergne-Rhône-Alpes, on a besoin de toi. Écoute, je te remercie pour la proposition, j'en avais parlé un petit peu à Julien en lui disant que je serais volontaire, pas forcément dans l'immédiat, mais assez rapidement, je pense, mais ça sera avec plaisir. Un mot sur Stampede. Oui, rapidement. Alors moi, je suis tombé dans la marmite blockchain il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça m'a passionné.
J'ai la conviction que ça va être une véritable révolution, alors pas tout seul, mais avec d'autres technologies comme l'intelligence artificielle, l'IoT. Mais voilà, je suis passionné par ça, j'aime bien en parler, et donc l'année dernière, on a fondé un collectif donc qui s'appelle l'International Blockchain Stampede avec plusieurs implantations donc au Canada, aux États-Unis au niveau du Wyoming, en Allemagne, en France, en Inde, et on espère que ça va continuer à s'étendre. Et l'idée, c'est effectivement de promouvoir la techno, promouvoir les entreprises. Et nous, notre approche, c'est une approche business, c'est-à-dire la blockchain for business. On a envie de savoir ce que les entreprises font de la blockchain et qu'elles viennent nous présenter ce qu'elles font. Et je terminerai, parce que je ne vais pas être trop long non plus, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir une vision globale sur ce que fait la blockchain, mais également d'avoir une approche locale, c'est-à-dire de faire en sorte que la valeur que va créer la blockchain reste dans nos régions et dans nos pays. Voilà. Merci à vous tous pour ce panel. Alors justement, Blockchain for Good, Julien Bonnel, quand tu as rassemblé tes invités, tu pensais à quoi? Chacun de nos invités a sans doute une partie de la réponse. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, pourquoi Kathleen Jobin est avec nous aujourd'hui? Elle est avec nous justement pour aborder un sujet qui est assez sensible. À chaque fois qu'on parle de blockchain, souvent on met en avant la problématique de la consommation énergétique de la blockchain. Et donc, on a décidé de commencer par cette thématique-là. Donc, Kathleen va nous aider à comprendre comment la blockchain, justement, peut être utilisée pour encourager et faciliter des projets d'énergie renouvelable, ce qui prend à contre-pied, justement. Allez, on ouvre le débat. 2 minutes, Kathleen, pour nous expliquer comment ça évolue, tout ça. Parfait. Fait qu'effectivement, Julien a fait une belle entrée. Je m'intéresse beaucoup à comment est-ce que le minage de blockchain, toutes les blockchains qui sont preuve de travail, Cardano en est un, entre autres, le Bitcoin en est un autre, Ether est encore une blockchain preuve de travail. Tous ces blockchains sont énormément énergivores. Mais ce qui est intéressant dans le processus du minage de blockchain, c'est que ça a créé toute une nouvelle industrie. Une industrie qui est, oui, certes, très consommatrice d'énergie, mais ça fait également que 80 à 90% de leur coût d'exploitation, c'est l'énergie. Donc, leur rentabilité dépend sur à quel prix sont capables de trouver l'énergie pour miner la blockchain. Ils sont donc hyper motivés financièrement à innover dans leur recherche, à chercher d'autres sources d'énergie, l'énergie perdue dans nos systèmes qui sont sur les infrastructures qui sont montées en grand pour accommoder une croissance qui n'est pas encore là, de l'énergie gaspillée qui n'est pas utilisée en fin de course ou en début de course, un barrage qui est créé pour une population à venir qui n'est pas encore là, qui est piégé, qui est pris, il n'en a pas assez pour pouvoir le transmettre vers à 500 ou à 100 mètres de la source d'énergie. De l'énergie qui est temporaire, qui est aussi le cas de toutes les énergies renouvelables, que on en a besoin, elle est là, le vent ne tourne pas, elle n'est pas là. Fait que les sources de compagnies de l'industrie de minage, c'est une bonne industrie pour aller capturer, parce que la seule chose qu'ils veulent, le seul modèle d'affaires qu'ils ont, c'est l'énergie au moindre coût. Puis on sait que l'énergie au moindre coût va produire de l'innovation énergique. Ça va apporter de l'argent dans cette industrie qui n'a pas eu de brassement technologique. Ça a été très traditionnel. On a resté aux États-Unis beaucoup sur le coal, excusez l'anglicisme. Au Québec, ici, on a la chance d'avoir l'hydro, mais on en a énormément de surplus qu'on n'est pas capable de vendre ou qu'on n'utilise pas. Fait que les mineurs, eux, peuvent se déplacer. Ils peuvent être une source créative pour arriver puis sécuriser soit un projet de renouvelable qui n'a pas encore toute l'infrastructure autour, mais qui produit de l'énergie. Fait qu'ils peuvent faire un contrat avec une compagnie de minage qui dit « Viens, 6 mois, le temps que mon gros bailleur de fonds énergétique, donc l'hôpital qui s'en vient, qui n'est pas encore construit, ou pendant que l'hôpital se construit, moi, je vais te donner de l'énergie très
pas cher. Fait que je vais revenir, moi, prendre mes coûts plus rapidement. Ça va réduire les coûts énergétiques bref, là, je commence à dire tous mes arguments. Fait que moi, je veux entendre, en fait, les autres panélistes, Romain, en fait, qui travaille pour une blockchain qui est encore preuve de travail. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que le fait que c'est une industrie qui est extrêmement consommatrice d'énergie va apporter de l'innovation dans ce domaine? Romain, ta vision, puisque Kathleen te tend une perche. Le nom de la session, c'est Blockchain for Good. Et quand j'entends utiliser des énergies vertes pour faire tourner du matériel de minage, c'est plutôt l'inverse, c'est good for blockchain. Donc, du coup, je comprends complètement qu'on devrait réutiliser de l'énergie verte pour faire du minage, parce que le minage, ça consomme beaucoup, ça fait sens. Par contre, est-ce que c'est une technologie pérenne dans le temps? Parce que le problème de la preuve de travail, c'est que ça va ne faire que s'accélérer par définition. C'est-à-dire que c'est une compétition, c'est une fuite vers l'avant pour calculer le plus rapidement et trouver une solution à un puzzle mathématique, en gros. Qui sert à rien, hein. C'est juste pour déterminer. Attends une minute. Attends une minute. Non, ça sert à sécuriser. Il faut laisser finir Romain, après tu reprends la parole. Oui, mais là, on s'éloigne de blockchain for good, puis on s'en vient sur une discussion de preuve de travail versus proof of stake. Je ne suis pas là pour arguer, je ne vais même pas présenter ce qu'on fait. Donc, c'est juste pour parler de la preuve de travail. La preuve de travail, elle est là pour identifier qui a le droit de miner le prochain bloc. Donc, toute cette puissance de calcul qui est aujourd'hui la 32e, c'est l'équivalent du 32e pays, la consommation du 32e pays au monde. Ce n'est pas négligeable. Ça va ne faire que s'accélérer par définition. Aujourd'hui, c'est 32, l'année prochaine, ce sera le 15e, l'année d'après, ce sera le second. Donc, moi, je ne suis pas là pour défendre ce que nous, on fait, hein. C'est juste que ce système-là, pour moi, si on veut avoir le système financier de demain, il a un gros problème à gérer. Et ce qu'on devrait faire, c'est essayer d'innover en termes de preuve de travail plutôt que d'essayer de continuer cette fuite vers l'avant. Et peut-être de faire des choses plus intéressantes, comme ce que fait par exemple Dfinity. Dfinity, ils utilisent la puissance de preuve de travail pour faire des calculs qui sont intéressants, enfin, qui sont utiles. Donc, faire des calculs sur physique, de faire des calculs sur l'astrophysique, etc., comme on l'avait fait dans le temps avec le projet SETI Atom. Donc, moi, j'aurais plus tendance à dire, OK, pour l'instant, on peut la rendre un peu plus verte en utilisant des énergies vertes. Et si on a un volcan pour miner Bitcoin, c'est mieux. Mais j'aurais tendance à plutôt essayer d'innover en termes de preuve de travail. Et je ne veux pas parler de preuve d'intérêt. Mais c'est très intéressant au sujet d'innover au sujet de la preuve de travail. On l'a vu avec la CAPTCHA. Tu sais, sur Internet, là, pour prouver qu'on n'est pas un robot, les humains cliquent puis identifient des images. Puis il y a eu un grand projet qui a été mis de l'avant en disant ces microsecondes-là de tout le monde, on pourrait pouvoir identifier des vieux livres qu'on essayait de numériser puis qu'on n'était pas trop au courant de ce qui était écrit. Puis on a utilisé les microsecondes de tout le monde en CAPTCHA pour pouvoir numériser mieux. Je comprends l'innovation vers ça. Mon point n'était pas nécessairement là. Mon point était que l'ancrage dans le monde physique que la preuve de travail nous permet de faire, nous permet de décentraliser, nous permet de pas nécessairement posséder de l'argent pour pouvoir rentrer dans la preuve de travail puis avoir droit de miner le prochain bloc, ça décentralise notre blockchain. Et ça l'implique que ça crée toute une nouvelle industrie qui va venir innover puisque 80 à 90 % de leur coût, leur rentabilité est basée sur le coût énergétique. Et c'est s'injecter cet argent-là, pas nécessairement travailler sur faire du minage juste sur de l'énergie verte, mais le fait de capturer de le gaspillage, le fait d'investir pour réduire nos coûts va apporter une révolution dans le système, dans le domaine énergétique. Ok, merci. Avançons sur le sujet peut-être. Pour clôturer ce sujet, je dirais c'est vrai qu'on parle beaucoup de problématiques énergétiques avec la blockchain, donc il y a des problématiques d'algorithmes, de code. Mais il faut aussi dire qu'il y a des constructeurs de microélectronique, hein, de composants qui aident au calcul, qui travaillent aussi sur cette thématique-là, notamment Intel qui a travaillé sur des cartes qui sont beaucoup moins énergivores
Et donc, le travail aussi bien des acteurs comme Cardano et des acteurs comme Intel font que ça va baisser, ça baisse. Ok. Voilà. Alors, on va recentrer sur la vraie thématique blockchain for good. Hein, et pour ça, je vais donner la parole à Cyril qui va aborder l'impact positif de la blockchain pour le continent africain. On en a déjà parlé précédemment, notamment sur les capacités de la blockchain sur tout ce qui est paiement et santé, état civil et financement. Oui, bonjour. Voilà, moi je ne vais pas rentrer du tout dans les termes techniques, je vais plutôt aller vraiment sur le for good et qu'est-ce que ça peut apporter. Et on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes, par exemple avec le cadastre, et la blockchain pourrait être quelque chose qui va justement sécuriser tout ça. Et dans le domaine de l'e-santé aussi, où ça pourrait permettre aux gens d'avoir toutes leurs informations de santé, sachant que des fois c'est un petit peu compliqué d'avoir son dossier tout le temps avec soi. Et il y a des pays aussi comme le Nigeria qui sont en train de travailler pour remettre tout l'état civil par la blockchain. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des bonnes utilités à la blockchain et qui peuvent faire avancer. Alors bien sûr, ce n'est pas une solution pour tout, mais je pense que vraiment ça peut leur faire passer une grande étape et permettre d'avancer sur beaucoup de sujets. Moi-même, j'ai un projet. Mon projet, c'est une plateforme d'investissement qui va mettre en relation directe des startups et des entreprises africaines avec des investisseurs du monde entier grâce à des actifs numériques. Et c'est quoi le but? C'est d'offrir une vitrine un petit peu sur l'Afrique parce que en dehors des gros acteurs qui investissent en Afrique, qui sont les gros fonds, moi, j'ai beaucoup d'amis dans le sport ou d'amis tout court dans différents domaines qui aimeraient investir en Afrique, mais c'est compliqué de trouver où le faire et comment le faire. Et je pense que ça peut être une bonne plateforme et un bon outil. Et en plus de ça, on sait que avec la blockchain, ça va assurer une certaine transparence, une certaine traçabilité qui peut aussi donner cette confiance aux gens d'investir en Afrique comme ils investiraient ailleurs. Compte sur notre soutien là-dessus. Hein. C'est vraiment au cœur des projets du village. Alors que nous, on n'est pas encore très armés en termes d'investisseurs. On a évidemment quelques centaines de founders qui sont autour de nous. Mais l'investissement sur l'Afrique, en tout cas, c'est une belle dynamique. Et sur cette thématique, on a, comme témoin, on a Romain et Cardano aujourd'hui sur de très beaux projets justement en Afrique. Romain, tu peux nous en dire rapidement deux mots, quelques secondes? Oui, rapidement. Donc, en fait, on a signé le gouvernement d'Éthiopie pour la gestion de l'identité et des credentials, des diplômes de 5 millions d'étudiants, ancrés sur la blockchain Cardano, mais c'est pas l'élément important. Moi, ce que je vois, c'est que les gouvernements sont à la recherche de solutions digitale dans ces pays émergents. C'est une opportunité pour la blockchain. C'est beaucoup plus simple d'aller vendre le concept en gros et le faire utiliser parce qu'il y a assez peu de réseaux existants. Et donc, créer un réseau qui connecte les territoires émergents et ses habitants et leurs habitants, c'est une opportunité énorme. Puis, en fait, après les pitchs qu'on a eu, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que pour l'instant, je pense que les gens n'ont pas complètement compris que blockchain, en fait, c'est un réseau avant tout. Et que si on veut arriver à faire utiliser, à mettre en place un réseau où les gens peuvent interagir en pair à pair et réduire leur coût de fonctionnement en retirant les intermédiaires, on doit travailler sur des standards, on doit travailler sur des solutions open source, on doit travailler sur du non-brevet, quoi, en gros. Si on veut que le réseau s'agrandisse et que d'autres partenaires le rejoignent, en fait. Julien, Non, mais tu voulais faire non, moi je voulais élargir parce qu'effectivement, moi quand on a parlé il y a 4-5 ans de la blockchain, on entendait parler de disruption complète, d'état. On va peut-être attendre le dernier témoin et je pense qu'il va aborder un sujet qui est assez intéressant.
On a vu que Facebook, ces dernières années, enfin ces derniers mois, a un peu disrupté le monde de la finance avec un annonceur Libra qui est devenu Diem. Hein, et ça fait bouger beaucoup de banques centrales dans le monde entier, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Et il y a beaucoup de projets de monnaie digitale de banques centrales, les MDBC, qui sont en cours d'étude ou en cours de déploiement. Et je vais donner la parole à Émeric qui va aborder ce que pourrait justement apporter la blockchain dans ces projets de MDBC et en apport en termes de croissance économique pour les pays occidentaux. Oui, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de projets au niveau des banques centrales. Et j'avoue qu'à chaque fois que j'écoute parler de ces sujets-là, je suis toujours un peu étonné de voir qu'on essaie de gérer avec des nouvelles technologies comme dans le monde d'avant. Et j'observe en même temps que, alors je vais parler de la France, hein, mais c'est valable, je pense, pour beaucoup de pays, de nos pays, c'est que quand je regarde, je m'aperçois qu'on a des déficits budgétaires qui sont croissants. Je crois qu'aujourd'hui, si on compare le budget de la France, on doit être en déficit d'à peu près 80% par rapport au budget. On a une balance commerciale qui est en déficit constant, et on a de l'argent qui sort en permanence. Et je me dis peut-être que les monnaies digitales, c'est peut-être l'occasion de créer des nouveaux paradigmes. Et par exemple, je m'étais posé la question en disant, aujourd'hui, si on utilise toutes les capacités de la blockchain, est-ce qu'on peut faire en sorte, par exemple, de gérer de la croissance au niveau d'un pays, au niveau d'une région, au niveau de l'Europe, hein, ou du Canada? Est-ce qu'on peut arriver à changer l'utilisation de cette monnaie? Et par exemple, je me disais, on pourrait par exemple faire en sorte que toute partie de la manne redistributive aujourd'hui française ou européenne soit utilisée auprès d'acteurs économiques européens. Comment on pourrait faire par exemple ce genre de choses, hein, c'est une idée, mais c'est par exemple en payant une partie ou l'intégralité des prestations sociales aujourd'hui avec justement des MDBC, c'est-à-dire faut avoir une utilisation qui fait que grâce à la blockchain, on a la traçabilité de comment l'argent que l'on donne aujourd'hui est utilisé. Et par exemple, si on prend les chiffres, rien qu'en France, c'est plus de 750 milliards d'euros à un moment donné, ça représente plus de 30% du PIB qui pourrait être investi dans des entreprises françaises ou des entreprises européennes. C'est par exemple aussi le fait de dire, tout à l'heure j'entendais Romain parler des intermédiaires, mais je me dis aujourd'hui, on a des incitations fiscales aujourd'hui qui sont données aux consommateurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un mécanisme qui permet de lier l'utilisation que l'on fait et la donner directement aux consommateurs ou aux personnes qui l'utilisent? Et l'autre sujet aussi, c'est que comme on parle souvent de bases de données sous-jacentes, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un référentiel demain qui dise, voilà, ce sont des produits ou des services qui sont éligibles et que l'on peut acheter justement avec cette monnaie-là? Donc, ça correspondrait à mes yeux à un méga plan de relance et quelque part avec des montants qui sont inimaginables aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne correspondent même pas à ce qu'on a ouvert aujourd'hui avec le plan de relance européen. L'autre sujet qui m'intéresse aussi dans l'usage des MDBC, c'est par exemple le fait qu'avec la traçabilité, on pourrait imaginer de limiter la fraude, les malversations ou le travail au noir. C'est-à-dire, on peut très bien aller demain sur une disparition complète de la monnaie et des pièces, passer sur ce type de monnaie-là et avoir une complète traçabilité de ce qui est fait. Et dernier point, je dirais que grâce à cette relation directe, au fait qu'on n'a pas ces intermédiaires, au fait que ce soit peut-être plus économe, c'est que ça permettrait aussi peut-être de diminuer d'une certaine manière les prélèvements. Vous voyez, c'est-à-dire que si on limite demain les déficits, si demain on arrive à créer de la croissance, donner du travail aux citoyens, on peut espérer avoir un minimum de prélèvements. Alors, je me doute bien qu'il y a des limites, je veux dire, aujourd'hui, peut-être technologiques ou des limites d'interopérabilité à partir du moment où on parle, mais je me dis que changer de paradigme, imaginer les choses de façon différente, ça pourrait être effectivement un investissement intéressant pour un pays, pour une zone géographique, et qui permettrait effectivement d'être une incitation sociale et puis de permettre de réindustrialiser l'économie. Voilà, après, je sais pas si... Exemple qui est peut-être complémentaire de ça, peut-être, Émeric, si j'ai le temps, c'est que, par exemple, on a une initiative, un projet qui s'appelle Catalyst,
où en gros, la communauté elle-même décide des projets innovants et du futur de la blockchain. Et quand les gens votent, en fait, ils reçoivent un reward, quoi. Je perds mon français, moi. Une récompense après avoir voté. C'est par l'incentive en fait enfin, les gens reçoivent leur rétribution sur leur contribution, en gros. Il y a aussi un point très intéressant que j'aimerais mentionner qui est pas du tout dans la sphère Cardano, qui est pour éviter le minage de matières dangereuses ou de matières premières dangereuses, j'ai vu passer quelques projets intéressants, en gros, où on crée un token qui représente cette matière. Donc, ça peut être par exemple le charbon ou les charbons toxiques, etc. Et en se disant, OK, donc la valeur de ce charbon s'étend. Et le plus on maintient cette matière première dans le sol, le plus les utilisateurs qui ont ce token reçoivent de crédits verts. C'est quand même intéressant, en gros. Ça pousse par le reward, par la récompense à avoir une économie verte. Ben, c'est un bel exemple. Alors, bon, moi, je dois être maître du temps. On n'est pas, comme il n'y a pas d'événement qui suit, on peut encore s'accorder quelques minutes. Mais pour réagir dans la grille de fonctionnement du village francophone, Aymeric, tu nous parles d'un nouveau paradigme. Nous, ça fait tout de suite tilt parce que dans notre jargon, les nouveaux paradigmes, ça s'appelle des programmes d'innovation collaboratifs. Les programmes d'innovation collaboratifs, ils sont jamais basés sur de la techno, mais sur des besoins fondamentaux. Tu parles de lutte contre la corruption, tu parles d'utilisation vertueuse, etc. Au village francophone, ça s'appelle une échelle. Un programme égale un maximum de 15 besoins qui sont couverts, si possible dans le sens d'une chaîne de valeur, où à l'année, tu dis, voilà, nous, on cherche à rassembler et pouvoir présenter de manière intelligible les 10, les 12, 15 solutions les plus intéressantes qu'on a trouvées au sein du village francophone et du Global Village. Et on voudrait les présenter en permanence avec des démonstrateurs en 3D, des démonstrateurs réels, évidemment aller sur des projets concrets, partant du principe que tu as des villes, des régions et des États qui travaillent avec nous. On a quand même des accès de plus en plus directs et au plus haut niveau des politiques, certains étant complètement alors, je n'ose pas parler de certains malhonnêtes parce qu'on évite de les intégrer au village, mais certains étant très, très naïfs par rapport à l'usage des technologies, il va falloir les éduquer, on ne peut pas leur en vouloir. Et donc, si ça t'intéresse, moi, la proposition que je te fais en direct, eh bien, c'est de le créer, ce programme d'innovation collaborative, de donner 6 mois, 12 mois pour sourcer ce qu'on a trouvé de meilleur dans tout notre scope et nos radars respectifs. Et dès qu'on est prêt, si c'est dans 1 mois, faisons-le. Mais si c'est dans 3 mois, 6 mois, eh bien, tu as tous les gros événements sur lesquels le village francophone se positionne. Tu as les 85 territoires et tiers-lieux qui aujourd'hui sont autant de lieux sur lesquels on peut organiser des événements pour les pousser et dans lesquels chacune des briques, celles qu'on a vues aujourd'hui et celles qui nous rejoindront demain, pourront chasser en groupe. Voilà. Pour moi, c'est en tout cas la contribution du village que je te propose, sur lequel on a, d'ici ton Stampedi, l'occasion de réfléchir. On aurait des devoirs de vacances. Mais dans tous les cas, moi, je vous remercie. Je vais laisser évidemment à Julien le soin de conclure cet atelier. Mais je voudrais... Marc, oui, juste petit aparté, j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Aymeric et je voudrais signaler qu'à la Fabrique du Futur, on travaille sur une monnaie qui s'appelle une monnaie contributive et qui essaye d'utiliser l'intelligence des crypto-monnaies beaucoup plus au-delà de tout le travail de certification. Hein, et on y met énormément de choses. Et on aura sûrement des choses très intéressantes à échanger. Donc peut-être, Aymeric, il faudrait qu'on se rapproche pour échanger nos travaux et nos points de vue. Je ferai le lien. Voilà, Julien fera le lien. Unissons nos forces. Nos programmes d'intelligence collective, ils sont surtout pas là pour faire les choses en plus ou à la place. Hein. Si vous avez déjà des contributions, des énergies, des briques existantes en catalogue, des intégrateurs qui peuvent les pousser et des lobbyistes qui peuvent nous ouvrir les portes d'États, de régions, de villes qui ont envie de mettre en œuvre des choses et d'arrêter les discours, eh bien, bienvenue au village francophone. On est là pour ça. Et si on peut donner un coup de main, on est à votre écoute. Les business models qui viennent avec sont toujours avec une clé chez nous qui s'appelle le partage de revenus. Donc, aucun stress pour avancer là-dessus. Bon, content de la mission orbite, Julien? Content, je pense que c'est
lancement très intéressant, une pitch très intéressante, et puis on voit sur ce petit panel que il y a des usages intéressants, et on voit aussi que la blockchain va disrupter, mais l'intérêt c'est de disrupter en apportant des nouveaux modes de fonctionnement. Ne pas remplacer l'existant, tout simplement pour remplacer l'existant. C'est ça, ce qu'a dit Henrik. Voilà, c'est ce qu'a dit On va Henrik. faire le monde d'avant avec des technologies de demain. Tout à fait. Ok, un grand merci Julien. Si tu nous structures le collectif blockchain comme tu nous as fait exploser la structuration du collectif Côte d'Azur Monaco, je peux vous dire, mesdames et messieurs, les experts, les candidats, les jurés, évidemment les intervenants, que vous êtes en de bonnes mains. Nous, on a vraiment des univers d'usage à vous mettre en relation. On a des événements toute l'année pour aller publier, diffuser, sourcer aussi les techs qu'on n'a pas encore trouvés, travailler en collaboratif et à très vite. Donc, le prochain événement, il va concerner plutôt la blockchain pour l'industrie créative et culturelle. Vous notez dans vos agendas, c'est le 7 et le 8 juillet pendant le Festival de Cannes, en connexion avec pas mal de collectifs, ceux de LA, évidemment tous les territoires. Et puis on se retrouve à la rentrée avec un gros programme. On attaque dès début septembre avec la Retail Week qui se situe à Paris. Septembre. Oui. On va commencer par le Blockchain Stampede. Blockchain Stampede, tu as raison. On sera aussi à la ICTL, la Semaine internationale du transport et la logistique, où évidemment il y a tous les enjeux de traçabilité, de sécurité, chaîne du chaud, chaîne du froid, etc. Et je sais que la blockchain s'y déploie. Donc soyez en vigilance. Mais là, je pense qu'avec Julien, il y a peu de chances que vous passiez à côté. J'aperçois mon ami Michel. C'est la fin de la journée. Je le salue. Michel Bricteux, il est au téléphone. Je salue tous les territoires qui nous soutiennent. Et je vous donne rendez-vous demain. Il nous reste une dernière journée marathon. On va parler de tech dans notre journée Tech for Life. Tech for Life, c'est Tech for Health. Health Tech, MedTech, évidemment la Tech for Good, la Tech for Food, la Food Tech, et puis les Blue Tech aussi. Donc ce sera demain une dernière journée un peu marathon, et à 18h30 la remise des prix de tous ceux qui ont été primés tout au long de la semaine. Merci à vous tous, dont évidemment le lauréat, le numéro 1 de ce soir que l'on attend évidemment, et bien à 18h30 pour la remise de son diplôme à distance. Merci à tous. Merci à tous.